Alors voilà cette dernière fenêtre sur 2 jours vraiment très intéressants de retour sur cette période pionnière de l'éducation à la nature. Notre table ronde a été conçue pour faire un aller-retour entre justement ce passé, et notamment cette fenêtre pionnière des années 70-90, et l'époque plus récente, voire l'époque actuelle, naturellement, puisque l'aventure de cette thématique se poursuit, se continue avec de nouveaux acteurs, de nouvelles personnes également qui s'investissent sur cette question. Donc la table ronde que nous avons réunie ici va rassembler un ensemble d'acteurs de cette thématique, représentant de divers réseaux, également avec des personnes un peu plus anciennes, avec un peu plus de bouteilles sur le sujet, et puis des jeunes représentant les derniers venus embarqués dans cette aventure. Alors malheureusement, le Covid a encore sévi, et donc comme avec Marie ce matin, nous devons regretter que Patrick Chenu, président du FONGEP, a dû déclarer forfait. Mais nous avons obtenu de lui sa contribution écrite, résumée, et que je vais lire. Avant cela, sur l'organisation de la table ronde, je prévois 2 phases. Une première phase où nous allons aborder avec chacun et chacune des personnes qui sont, disons, dans tel ou tel réseau, de faire part, pour l'essentiel, des évolutions qui sont intervenues récemment sur justement la pédagogie de ces réseaux face aux nouveaux enjeux en particulier. Et puis dans un deuxième tour de table, je poserai 3 ou 4 questions complémentaires et subsidiaires qui seront les mêmes pour les 4 intervenants, et qui auront notamment pour objet de les interpeller sur les questions d'aujourd'hui et les nouveaux enjeux. Je n'ai pas sorti mon téléphone, il faut peut-être que je le fasse par rapport, parce que je n'ai pas de montre. Voilà. Et je demanderai également à Jonathan éventuellement de me tirer les oreilles et de me rétablir à la réalité du temps si je venais à déraper. Alors donc, dans un premier temps, je voudrais vous présenter donc les réponses que Patrick Chenu nous a proposées à la suite d'un échange que j'ai eu avec lui, comme échange que j'ai eu aussi avec chacun des intervenants de la table ces jours derniers. Donc Patrick Chenu est le président actuel du FONGEP depuis une année environ, je crois, mais il est ancien directeur général de la Confédération des maisons de jeunes et de la culture. Et donc le FONGEP, je pense que tout le monde connaît, c'est donc le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui a été créé en 1964 et qui intervient dans la question de soutien à l'éducation populaire, et en particulier dans l'attribution aux associations de moyens financiers, et en particulier de financement de postes FONGEP pour soutenir les activités de ces associations. Alors voilà ce que nous dit Patrick Chenu. Je l'avais interrogé en particulier sur l'importance qui a été accordée sur un plan historique et jusqu'à maintenant par le FONGEP à des soutiens financiers ou des postes ciblés
sur l'éducation à la nature en particulier, puisque c'est ce qui intéresse notre colloque. La deuxième question que je lui posais, c'est que je me suis aperçu que le ministère de la Transition écologique ne faisait pas partie du conseil d'administration du FONGEP actuellement, alors que bien nombreux autres ministères en font partie, et donc je m'interrogeais sur cette absence, voilà, et donc il y a quelques éléments de réponse dans son texte que voici. En premier lieu, je vous prie de bien vouloir m'excuser donc de mon absence, car j'aurais beaucoup apprécié pouvoir partager ces travaux avec vous, mais le Covid en a décidé autrement. Donc je ne le présente pas puisqu'il dit se présenter, mais je vous l'ai déjà indiqué. Au-delà d'être partenaire de ce colloque et de soutenir le PAGEP, le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, plus connu sous l'acronyme FONGEP, a été l'un des acteurs du soutien au développement des associations œuvrant dans le champ de l'animation nature et de l'éducation à l'environnement. En effet, si l'on regarde le soutien de l'État au prisme des postes FONGEP, qui, pour rappel, sont des aides versées par l'intermédiaire du FONGEP à des associations de jeunesse et d'éducation populaire afin de développer et pérenniser un projet associatif dont la réalisation nécessite l'emploi d'un salarié permanent qualifié, on constate que les premiers postes directement financés par le ministère de l'Environnement apparaissent en 1985. Il s'agit d'un peu moins d'une centaine de postes à la création et de 200 plus au plus fort en 2001-2002. Attribué par les directions régionales de l'environnement, il bénéficie à des acteurs largement évoqués dans ce colloque. On peut citer le réseau École et Nature, les Ligues pour la protection des oiseaux, France Nature Environnement, les CPIE, les réseaux Graines, des associations locales de défense de l'environnement, mais également de façon plus marginale des acteurs de l'éducation populaire, les chantiers Concordia ou Rempart, ou les foyers ruraux ou la Ligue de l'enseignement. Le FONGEP, financé par le ministère de l'Environnement, les FONGEP, financés par le ministère de l'Environnement, disparaissent en 2005. Ces postes spécifiques auront donc soutenu pendant 20 ans les actions des associations agissant dans le domaine que nous étudions aujourd'hui. Cependant, si le ministère de l'Environnement cesse de financer directement le FONGEP, on se rend compte que tout comme pour les postes qui étaient financés par le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de la Jeunesse qui s'y est substitué. En effet, à la fin de l'année dernière, au 31 décembre 2021, ce sont 668 postes FONGEP, tous ministères confondus, qui ont soutenu des associations agissant dans le champ de l'environnement, pour 443 associations concernées, ce qui représente un soutien de l'ordre de 4,8 millions d'euros par an. L'emploi associatif pour les acteurs concernés par an à l'emploi associatif pour les acteurs concernés. Ces 668 postes représentent 8,7% du nombre total de postes FONGEP. Si l'on peut se réjouir d'un soutien significatif apporté principalement par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et des actions d'éducation à l'environnement, on peut cependant regretter que ces postes ne soient pas assis sur un financement spécifique du ministère de la Transition écologique, ce qui permettrait d'avoir un véritable effet de levier, sachant que ces postes sont attribués pour 3 ans, sans pour autant diminuer les moyens dont peuvent bénéficier les associations de jeunesse et d'éducation populaire généralistes, voire permettre à ces dernières de s'engager de manière plus forte sur la question de la transition écologique. C'est un des sujets que va explorer le FONGEP. Alors justement, cette question de la transition écologique, c'est une question que je reposerai également à nos autres interlocuteurs, mais donc il y répond d'ores et déjà. C'est un des sujets que va explorer le FONGEP par le biais d'un cycle de rencontres prospectives initiées au début de cette année, les rencontres PROGEP. Ces rencontres, qui mêlent acteurs de l'éducation populaire et chercheurs, visent à explorer les grands enjeux auxquels devront faire face les associations demain pour imaginer et nourrir la réflexion sur les politiques publiques qui pourraient les soutenir. Ainsi, nous organiserons une rencontre dédiée à la transition écologique à l'automne prochain. Rendez-vous à prendre. À titre personnel, je suis convaincu que dans cette époque où notre expérience du monde est de plus en plus médiée, elle l'est à plus de 90% et elle passe notamment majoritairement par des outils numériques. Autre question que je vais aussi poser à nos intervenants.
que l'un des rôles essentiels pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire est celui de permettre à toutes et à tous, et plus spécifiquement aux jeunes, d'avoir une expérience directe du monde, de toucher, voir, entendre et sentir en vrai l'environnement dans lequel elles et ils vivent pour mieux le comprendre et saisir l'absolue nécessité de mener à bien cette transition écologique. C'est tout le sens de remettre l'éducation à l'environnement au cœur des pratiques de nos associations. Et si les chemins se sont un peu séparés entre spécialistes et généralistes, je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin les uns des autres pour relever ce défi. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je crois que dans cette communication, des informations importantes sont données, notamment justement le poids de l'éducation nature, enfin des moyens affectés à l'éducation nature par le FONJEP. Donc il y a quelques idées qui sont intéressantes. Néanmoins, je reste frustré qu'il ne nous apporte pas de réponse sur la question justement de la participation du ministère de l'Environnement, puisqu'il nous dit que les choses se sont arrêtées en 2005 et qu'elles ont fonctionné longtemps, mais donc pourquoi ce retrait? Est-ce que c'est un divorce, une séparation de corps? Est-ce que c'est définitif? Voilà, enfin, la question est en suspens et peut-être que dans la salle, des personnes ont des éléments explicatifs en la matière. Alors nous allons poursuivre notre premier tour de table avec donc Dominique Larue à ma gauche, qui est donc le président depuis 2017 de l'Union nationale des CPIE. L'Union nationale des CPIE, c'est 80 associations, 11 000 adhérents, 900 salariés pour les ordres de grandeur. Alors, Dominique Larue est doté d'un riche parcours professionnel dans l'animation, comme animateur de centres de vacances, comme directeur de l'espace d'éducation à l'environnement de Collonges-la-Madeleine, et comme directeur, puis président du CPIE Pays de Bourgogne. Je citerai aussi ses autres engagements associatifs, administrateur des CMEA de Bourgogne, cofondateur de Bourgogne École et Nature, président de la commission éducative de l'UNCPIE de 1999 à 2005 et donc maintenant président de l'UNCPIE. Je n'ai pas donné tout son CV parce que il y aurait encore d'autres éléments, mais enfin je vais plutôt signaler ceux qui sont directement liés au sujet que nous abordons durant ce colloque. Alors là également, donc Dominique Larue, quelles sont les principales évolutions qui ont marqué les CPIE et leur réseau depuis la création des premières générations de CPIE à partir de 1972. Donc ce matin, nous avons l'histoire et le témoignage des 3 personnes qui ont été les accoucheurs de ces CPIE. Il nous expliquera ce qu'a signifié le changement d'appellation en 1997 en substituant le terme d'initiative à initiation. De même, il nous exposera les raisons de l'adoption d'une nouvelle charte en 2015 et en quoi consistent les projets territoriaux conduits en appui aux politiques publiques et aux actions des collectivités locales. À vous, Dominique. Merci. Assez longuement sur celui-ci. Oui, donc c'est ça vient de... Voilà. Ça marche. Ah si, voilà. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, vous avez retracé un parcours que mes cheveux blancs expliquent. Pour revenir à l'histoire et puis en fait à l'évolution d'un réseau comme celui des CPIE, effectivement, on peut partir de cette première époque. C'est quand même bizarre que tout d'un coup on parle d'initiation à l'environnement. Vous trouvez pas? Enfin, c'est bizarre. C'est en même temps très lié à la réalité sociétale de l'époque où effectivement la conscience environnementale est déjà là. Elle n'est pas simplement née de l'éducation qui s'est structurée. Elle est là parce qu'il y a des personnes
des citoyens, des chercheurs, des scientifiques, des politiques, des personnes impliquées aussi dans l'administration d'État qui ont déjà conscience des problématiques environnementales et de la nécessité quelque part de retisser du lien. Parce que peut-être la première conception qui vient en tête à ce moment-là, c'est de dire que le lien s'est distendu et que pour reconstruire ce lien, il y a lieu d'initier à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui se serait perdu au fil du temps dans le développement des sociétés. Et donc, le premier enjeu, ça va être celui-ci, ça va être de redonner à connaître, de redonner à vivre cet espace particulier dans une société qui s'est un peu affranchie de sa relation à son milieu naturel. Donc, c'est effectivement cette première étape qui préside à la création du réseau des CPIE. Et cette première étape va se traduire notamment par l'émergence, comme on l'a entendu à travers différents témoignages, d'un corps professionnel de pédagogues qui vont s'intéresser à cette question-là et qui vont inventer des situations pour redonner du sens, pour redonner du lien, pour redonner à connaître sous différentes formes. Et on a vu par les témoignages que l'on a entendus combien cette période-là a été riche. Elle a été riche d'action, d'innovation, elle a été riche aussi de réflexion. Il suffit de voir comment les concepts ont évolué en très peu de temps, en fait, de l'éducation à la nature, à l'éducation au développement durable, relative à l'environnement, on voit bien que ça a été une période très agitée au point de vue conceptuel, parce que derrière le concept, il n'y a pas simplement une technique, il n'y a pas simplement une pratique, il y a aussi un rapport à une considération de l'évolution de la société. Et les CPIE ont donc été créés effectivement avec cette conviction-là qu'il fallait initier, qu'il fallait donc faire œuvre d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle éducation pour aller vers de nouveaux comportements. Ce faisant, les CPIE se sont structurés d'entrée de jeu sur des structures professionnelles implantées sur des territoires. Et parce qu'ils étaient partie prenante de leur territoire, très rapidement, la question de l'éducation s'est vue enrichir d'autres visions, et notamment celle du besoin d'action. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas d'éduquer. Éduquer, on sait que c'est essentiel, ça l'a toujours été, ça le sera encore demain. Mais il y a un besoin immédiat d'action. Et déjà dans les années 80 et 90, cette conscience environnementale faisait que les territoires étaient traversés d'une envie d'agir. Les élus locaux, les associations, il y avait des idées qui naissaient, mais il y avait une certaine difficulté à appréhender la réalité opérationnelle, la mise en place de ces projets d'action. Et c'est là où les CPIE, implantés sur leur territoire, structurés de manière professionnelle, se sont en fait impliqués aux côtés des acteurs locaux pour mener à bien différents projets, pour les initier certaines fois, pour aider à leur réalisation. Ce qui nous a conduit effectivement à changer d'intitulé et de passer de l'initiation à l'environnement à l'initiative pour l'environnement. Quand vous m'aviez téléphoné, de façon un peu provocatrice, vous m'aviez demandé si c'était du marketing. C'était pas du marketing, c'était simplement prendre en compte une réalité qui, dans les faits, faisait que aux pédagogues initiaux s'étaient rajoutés des ingénieurs territoriaux, des personnes scientifiques, ancrées effectivement avec les mêmes convictions environnementales, la même vision de la nécessité d'agir pour une autre façon de faire en territoire, dans un souci plus présent des questions environnementales, eh bien, se sont engagés aux côtés des acteurs locaux pour réaliser des actions. Et c'est ainsi que nous avons effectivement changé d'intitulé, que nous sommes devenus Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et vous évoquez effectivement une autre évolution qui a été marquée à travers notre charte. Qu'est-ce qui se passe il y a très peu d'années maintenant? C'est simplement que ce besoin d'action, ce n'est pas simplement le besoin de mettre
en place des projets, c'est aussi quelque chose qui traverse la société, et on voit des mobilisations citoyennes, on voit un désir d'action. Et à ce moment-là, la charte que nous avons mise en place, elle avait pour porte d'entrée le pouvoir d'agir. Parce que cette conscience environnementale qui s'est développée peut-être plus vite que ce que j'imaginais moi-même quand j'étais animateur, que j'avais 18 ans et que je me disais, mais bon sang, chaque fois qu'on parle de ces questions-là, on passe pour des rigolos et personne ne nous prend au sérieux. Eh bien, je suis heureusement surpris de la manière, pour le coup, dont cette conscience s'est développée. Alors bien sûr, dans la réalité, on n'est pas sorti de l'auberge. L'urgence de la transition écologique nous le rappelle tous les jours. Il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, cette conscience, elle est partagée. Elle n'est pas simplement partagée ici, alors que nous sommes dans un milieu plutôt d'initiés, si je puis dire, mais elle est partagée dans la société, et autour de nous, il y a cette appétence pour qu'effectivement des changements puissent arriver. Et de cette appétence aussi pour agir. J'ai bien aimé cette photo où on voit cette jeunesse en train de défiler pour réclamer, pour revendiquer une autre prise en compte des questions environnementales et de la transition écologique. Ça montre tout simplement à la fois cette conscience et à la fois ce désir d'agir. Donc voilà, notre charte, elle ouvrait la porte à une autre implication du réseau des CPIE, qui est celle de faciliter le pouvoir d'agir, bien sûr, du citoyen, mais d'une façon plus générale, faciliter l'action commune en territoire. Et c'est notre axe d'action aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut s'affranchir des pesanteurs, des crispations qui font que, alors qu'on peut percevoir chez beaucoup de gens l'envie d'agir, l'action reste si difficile à mettre en œuvre. Parce que les contradictions sont si importantes sur les territoires, parce que les lobbies, les convictions que c'est l'autre qui a la responsabilité des problèmes et que soi-même on peut rien faire, ou que c'est l'élu qui doit faire à la place du citoyen ou de l'entreprise. Bref, cette manière de se reprocher en fait l'état des choses demande à être aujourd'hui partagée. C'est notre ambition aujourd'hui de participer à ce dépassement de ces crispations-là en facilitant l'action de l'ensemble des acteurs sur leur territoire et sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés. Merci Dominique. Nous allons passer à Dominique Richard. Donc Dominique est une compagnon de route avec moi, et elle a fait l'essentiel de sa carrière au Muséum national d'histoire naturelle, notamment au secrétariat de la faune et de la flore, et aux services qui ont suivi cette institution. Et puis elle a été longtemps directrice du centre thématique pour la biodiversité de l'Agence européenne de l'environnement. Cette agence coordonne le recueil de données et des évaluations sur l'ensemble des dimensions environnementales, et il y a une dimension protection de nature, biodiversité, et cette mission est exercée par le Muséum d'histoire naturelle, mais dans le cadre d'un consortium d'établissements qui sont situés dans les autres pays de l'Union européenne, mais la coordination est assurée par donc le Muséum d'histoire naturelle, et donc Dominique a été cette directrice. Elle est membre maintenant du Comité national de la biodiversité. Dans ce cadre, elle a piloté un groupe de travail, un groupe de réflexion sur les thèmes de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation à la biodiversité. Elle va nous dire les conditions dans lesquelles cette réflexion a vu le jour au sein du comité, qui y a participé, il y en a quelques-uns je crois dans la salle, et à quel type de recommandations elle a abouti l'an dernier, au mois de juillet. Comme elle va nous expliquer que cette réflexion est née d'une autosaisine du comité, se pose maintenant la question de la prise en compte de ces recommandations et leur mise en œuvre par, certes, le ministère de l'Environnement, mais au-delà, par les autres parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées.
Moins de 10 minutes, Dominique, toi aussi. Appuie longuement sur le premier bouton. Ça passe au vert. C'est bon? Non. Oui, merci Henri. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais peut-être très rapidement vous donner le contexte de ce comité national biodiversité, qui est une des instances consultatives mises en place pour aider le ministère de la Transition écologique à mettre en œuvre ces politiques. Ce comité est assez récent. Et il est issu de la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc il est inscrit dans la loi, sa constitution est inscrite dans la loi. Et à l'époque, c'est donc Ségolène Royal, en tant que ministre dans le gouvernement Hollande, qui avait souhaité la mise en place d'une telle structure, en le considérant comme un genre de parlement de la biodiversité. Et effectivement, ce CNB, l'acronyme, est constitué de 9 collèges qui regroupent en fait ce qu'on considère comme les acteurs de la biodiversité. Et cela va depuis les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes socioprofessionnels, les usagers de la nature, les associations de protection de la nature et fondations, la recherche, etc. Et c'est à ce titre, donc, alors moi-même, je fais partie du collège des personnalités qualifiées du fait de mon expérience européenne. Et c'est dans le collège donc des associations, fondations ayant une vocation pour la protection de la nature que figurent notamment deux représentants de l'éducation à l'environnement, en l'occurrence l'Union des CPIE et le réseau École et Nature. Et donc, pour le principal travail de ce comité, c'est de fournir des avis, pour lesquels on fait un vote formel de l'ensemble des membres. Donc, au total, il y a une centaine de membres, et donc cet avis est ensuite porté auprès de la ministre en charge de l'environnement. Donc nous sommes sollicités en principe par le ministre sur un sujet, donc par exemple commenter, donner un avis sur un projet de décret, sur une stratégie, sur un plan national. Mais là, en l'occurrence, donc il y a 4 commissions qui sont chargées de faire le travail préparatoire au vote de ces avis en plénier. Et une des commissions est donc la commission connaissance de la biodiversité, système d'information, éducation et diffusion. Et donc je copilote cette commission. Notre principal axe de travail au début était plutôt sur les systèmes d'information, les bases de données, comment mettre ensemble les données. Et par contre, dans cette commission, nous avons également un fort composant des associations de protection de la nature et Réseau École et Nature, CPIE. Et très vite, dans nos discussions, a émergé la thématique justement de l'éducation, la sensibilisation. Et bien qu'on n'ait pas été interpellé par le ministre pour donner un avis sur ce sujet, on a pensé qu'il était intéressant de mener une réflexion au sein de notre commission sans se donner d'échéance particulière ni un but précis. Donc on s'est donné le temps de réfléchir et on a ouvert cette réflexion à l'ensemble des membres du Comité national biodiversité qui le souhaitaient. Ce qui fait qu'on a constitué ce groupe de travail. Et très vite, on a essayé de voir dans cette thématique générale d'éducation à la nature, à la biodiversité, on a distingué vraiment 3 sujets qu'on considère tout à fait complémentaires, mais différents. Sensibilisation à la biodiversité, éducation à la biodiversité et formation à la biodiversité, en considérant que on s'adressait peut-être à des publics différents. Alors je focaliserai peut-être plus sur l'éducation à la biodiversité.
un des messages qui est ressorti de notre groupe, c'est que finalement, on pouvait, à travers l'éducation, on avait tout un potentiel, que ce soit en milieu scolaire ou périscolaire, pour motiver et puis former les futures générations. Et que un des vrais enjeux également, c'était de sensibiliser le public adulte, et que pour ça, il y avait d'autres leviers à développer. Je vais peut-être pas pouvoir les développer ici, mais on a eu vraiment toute une réflexion sur cet aspect sensibilisation. Ça va y compris jusqu'au niveau des entreprises, des entreprises, comment elles peuvent être sensibilisées à travers tout leur processus d'entreprise. Alors, en ce qui concerne l'éducation à la biodiversité, on est parti du constat que, effectivement, donc on a pris en compte toute cette histoire dont vous parlez depuis 2 jours, donc tout cet acquis. Et tout de même, comme nous travaillons dans un cadre assez institutionnel, on s'est calé aussi un petit peu par rapport au ministre, et on reconnaît donc la prise en compte dans le cadre de l'éducation au développement durable, les éléments récents, y compris donc la circulaire de 2020. Qui s'attache donc une école engagée pour le développement durable et la transition écologique. Donc en constatant que effectivement 2020, on est en 2022, il y a eu le Covid entre-temps, c'est quand même difficile de faire le point sur ce qu'il en est. Tout de même, ce qu'on a adressé dès maintenant, c'est quelle est vraiment dans cette grande enveloppe développement durable et transition écologique, quelle est vraiment la part de la biodiversité. Et une de nos recommandations est justement qu'il puisse y avoir une évaluation à travers le prisme biodiversité de cette démarche, et une évaluation dans un temps assez court, et éventuellement évaluer quels sont les principaux obstacles à une véritable intégration dans l'éducation. Parmi d'autres recommandations, justement, on a parlé des hors les murs. Ça également, on recommande à ce que ce soit inscrit carrément dans le programme officiel. Ça n'a pas été tout à fait pris en compte pour le moment. Je vous donnerai peut-être dans une deuxième partie comment est-ce que c'est pris en compte réellement maintenant ou pas, ou est-ce que je le développe dès maintenant. Je pense préférable de citer quelques exemples dès maintenant, sans les développer. Voilà. On a insisté aussi beaucoup sur l'importance d'une approche très multidimensionnelle, c'est-à-dire à la fois s'appuyer sur les initiatives qui ont été citées, développées en cours de développement avec l'Office français de la biodiversité, qui devient quand même un acteur important, avec une délégation générale sur mobilisation de la société. Donc là, il y a quand même un certain avenir qui se dessine, avec des potentialités de conventionnement avec d'autres ministères, notamment agriculture, ministère des armées, etc. Donc là, il y a tout un potentiel institutionnel, disons. Mais on a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait aussi beaucoup s'appuyer sur les structures associatives existantes, leur permettre aux enseignants de s'appuyer sur ces structures-là, avec là également des conventionnements, de faciliter l'accès de proximité. On parlait des friches, friches urbaines, les mares, le petit jardin d'à côté, voire éventuellement même sensibiliser tous les domaines de l'architecture, du bâtiment, pour faciliter dans les établissements scolaires également des coins nature. Donc c'est une approche globale sur cet aspect. Et puis un autre message également, que l'enseignement se raccroche aux besoins, à la société, aux enjeux nouveaux auxquels on est confronté, notamment ceux de la santé. De sensibiliser également les liens avec la consommation, la santé. Donc, au-delà d'une approche
plus naturaliste, eh bien, ouvrir sur des enjeux plus globaux, tout en continuant à assurer, ça c'est très important, continuant à assurer des enseignements de base qui sont fondamentaux, la botanique, la zoologie, l'étude du sol, les interactions physiologiques, etc. Donc voilà, on a essayé de porter certains de ces messages et certains ont été pris en compte, on en parlera tout à l'heure. Merci Dominique. Thomas, je propose que tu interviennes au deuxième tour, comme on l'a vu ce matin. Donc les éléments que je souhaitais obtenir sur le plan historique de l'évolution donc d'école et nature dans ses pédagogies, objectifs, etc. a été déjà signalé ce matin par Isabelle Lepel. Donc je te raccroche plutôt à la question commune que je vais poser à tout le monde tout à l'heure sur le développement durable et la transition écologique. Donc je passe auprès de vous, Claire Varnoux. Donc vous êtes chargée de mission pour les projets nature des scouts et guides de France. Vous bénéficiez déjà d'une riche expérience au contact des jeunes dans l'association sur diverses missions. Vous occupez ce poste actuel depuis 2019, donc ce qui est relativement récent. Vous m'avez indiqué qu'il s'agissait d'une création de poste dans l'idée de renforcer les dynamiques d'éducation à la nature. Vous allez donc nous expliquer ce que sont ces projets nature et en quoi traduisent-ils cette nouvelle volonté donc des scouts et guides de France. Vous nous direz aussi quelles sont les relations entretenues par les scouts et guides de France avec les autres réseaux. Voilà, merci à vous. 8 minutes. Ah oui, je suis obligé de diminuer maintenant. Là également, comme nous avons eu une excellente intervention de Charles-Édouard Aran sur l'histoire du mouvement scout hier, j'ai demandé à Claire de faire l'économie de cette partie-là. C'est pour ça que je dis 8 minutes. Oui, mais malgré tout, j'ai quand même envie de reprendre quelques éléments parce que Charles-Édouard et puis aussi Jean-Jacques ont mis en avant l'importance de la nature dans le scoutisme, mais ça se traduit par différentes manières de vivre ce lien-là. C'est d'abord la nature un outil éducatif pour nous. C'est un moyen que l'on utilise pour contribuer au développement des jeunes dans toutes leurs dimensions, physiques, affectives, morales, intellectuelle, spirituelle aussi. Ça passe en premier lieu par la vie dans la nature. Et c'est sans doute une des spécificités du scoutisme, c'est qu'on propose aux jeunes un lien long et un lien fréquent avec la nature et par l'installation et par la vie quotidienne. Donc les jeunes s'installent, apprennent à vivre dans la nature, à y dormir, à y cuisiner. Et ces dimensions-là d'un lien quotidien et de la vie dans la nature, ça permet à la fois d'apprendre la sobriété, un mode de vie plus simple, plus respectueux de notre environnement, et aussi la débrouillardise et l'autonomie. Quand je dis ça, je parle pas de survivalisme du tout, mais de savoir développer une capacité à résoudre des problèmes, à se servir de ce qu'il y a autour de nous. Et ces sujets-là, ils sont portés dans le mouvement depuis plus de 110 ans aujourd'hui, mais ils sont en adéquation avec la société actuelle et avec le besoin, sans qu'il ne faut pas opposer les deux, mais le numérique peut aussi nous enfermer un peu chez nous. Et on sait que c'est quelque chose que les enfants et que les parents viennent chercher dans le scoutisme. Sans doute pas que dans le scoutisme, mais pour ceux qui se poseraient la question encore, le scoutisme n'est pas démodé, au contraire, c'est un mouvement qui est en pleine croissance. Les scouts et guides de France sont en croissance depuis des années et aujourd'hui ont plus de 90 000 adhérents.
Donc cette dimension-là de vie dans la nature, elle est actuelle et elle est importante pour les jeunes. Elle fait notre singularité, mais on vit aussi d'autres dimensions du lien avec la nature, avec aussi la transmission de connaissances aux jeunes, mais nous ne sommes pas des naturalistes. On a des éducateurs et éducatrices qui sans doute ont des connaissances très approfondies, mais notre but, c'est pas de nous faire des jeunes des experts de la nature, mais de les faire prendre conscience de l'importance de connaître son environnement, de le comprendre. Et puis, dans le cadre de la vie dans la nature, c'est aussi quelque chose qui est utile parce que connaître les essences de bois, ça nous permet de savoir lequel sera le meilleur pour le feu de veillée. Pouvoir identifier un nid de frelons, c'est aussi s'éviter des soucis en camp. Et aussi des opportunités d'activité, d'aller écouter le brame du cerf quand c'est la période. Pour ces connaissances-là, que l'on n'a pas forcément directement, on fait aussi le lien avec des partenaires. Je citerai ici la LPO, le PNR du Pilat, l'association Noé aussi, qui ont cette expertise-là naturaliste et que nous, on va chercher à la fois pour entreprendre ensemble des projets, des chantiers, des camps, mais aussi pour partager des ressources pédagogiques qui peuvent ensuite être utilisées par nos éducateurs et éducatrices. Et enfin, le dernier lien que l'on fait avec l'environnement, c'est évidemment la protection de la nature. Je le mets en dernier et Jean-Jacques l'a précisé hier. Le but du scoutisme, c'est de créer cette envie de s'engager, de créer des citoyens et des citoyennes utiles et actifs. Et donc, je le mets aussi en dernier parce que c'est aussi par le lien sensible avec la nature, par la connaissance de son environnement, de son territoire et le fait d'apprécier et d'admirer son environnement qu'on crée chez les jeunes et chez les adultes l'envie de le protéger. C'est quelque chose qui a été évoqué aussi ce matin dans d'autres interventions. Je citerai aussi là deux expériences concrètes qui font partie des projets auxquels je peux être amenée à être en soutien. Nature Environnement, qui est une initiative que Charles-Édouard a évoquée hier parce qu'elle a plus de 70 ans. Sont des jeunes à partir de 14 ans qui vont chaque été dans le parc national des Calanques faire la défense des forêts contre les incendies en partenariat avec l'ONF, avec les marins-pompiers de Marseille et le SDIS 13 pour faire la surveillance des massifs, mais aussi, et ça, ce volet se développe encore davantage ces dernières années, sensibiliser les promeneurs et les promeneuses aux pratiques éco-citoyennes, donc effectivement dans la prévention des barres de feu, mais aussi par exemple la gestion des déchets et les autres thématiques pour préserver les calanques. Je citerai aussi par exemple des camps qui ont été vécus l'année dernière avec le Conservatoire du Limousin ou avec le PNR d'Armorique, où là aussi en créant des camps en commun on peut bénéficier de l'expertise des professionnels de ces structures qui viennent partager leurs connaissances, qui viennent sensibiliser les jeunes et puis aussi avec lesquels ils passent à l'action par des chantiers, par des actions de préservation du milieu. Effectivement, mon poste est assez nouveau, mais comme je le disais, ces dynamiques-là, elles sont pas nouvelles, mais on a remarqué aussi ces dernières années un peu une perte de connaissances et de pratiques, notamment sur les questions de vie dans la nature. Le camp d'été, partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, s'installer dans la nature fonctionne très bien, c'est une activité toujours phare de nos groupes, mais pendant l'année, on a remarqué qu'il y avait moins de week-ends campés, et quand les week-ends étaient campés, c'était généralement installer les tentes et pas forcément développer les autres aspects de la vie quotidienne dans la nature. On peut y trouver plein d'explications, le temps, parce que tous nos éducateurs et éducatrices sont bénévoles, et donc c'est plus facile d'organiser une journée dans le local que de trouver un lieu, que d'organiser l'intendance. La réticence parfois des parents à voir leurs enfants camper en automne et en hiver, et puis aussi la facilité, la proximité, enfin l'éloignement plutôt des lieux de plein air, puisque plus de 80% de nos groupes sont dans des zones périurbaines ou urbaines.
Et c'est la volonté de remettre ces pratiques-là au cœur de nos activités, de recréer aussi les liens de transmission de ces connaissances-là avec un enjeu aussi intergénérationnel, et de créer des dynamismes et une cohérence au sein du mouvement sur ces questions-là d'éducation dans la nature, avec, comme je le disais, donc la vie dans la nature notamment. Mon poste a été créé ou recréé, puisque il y a déjà eu des postes un peu similaires, mais aussi la création d'une équipe nationale bénévole qui est aujourd'hui en activité depuis 2 ans et qui porte ces sujets-là. Et ça fonctionne, puisque là, on va choisir nos orientations pour les 6 années à venir, et la vie dans la nature est au cœur de ces activités-là, et l'éducation aussi, bien sûr, au développement durable, à la prévention du changement climatique, mais on y reviendra. Merci Claire. Bon, nous avons un petit bonus, on a gagné un bonus de 10 minutes, un quart d'heure, donc nous allons en abuser. Donc je voudrais passer maintenant à la deuxième partie de cette table ronde, et on va commencer avec, alors je commencerai en te donnant la parole, donc Thomas. Alors te présentant d'abord, avant de t'investir sur l'éducation à la nature, Thomas a fait ses premières armes sur la protection de la nature en Guyane, en travaillant sur le terrain, notamment à la création de réserves naturelles, si j'ai bien compris. Il découvre ensuite l'éducation à la nature aux graines de Guyane, dont il sera d'abord un agent, puis un administrateur. De retour dans l'Hexagone, donc, il intègre le FREN. Alors, j'aurais 2 questions à te poser. La première concerne strictement, effectivement, la question du FREN. Le FREN, donc, c'est un acronyme qui vient de l'an dernier, et c'est donc un changement d'appellation du réseau École et Nature. Et donc, je souhaiterais que tu nous expliques quelles ont été les motivations de ce changement intervenu donc récemment, mais qui était, je crois, dans les réflexions internes depuis un certain temps. Est-ce que c'est, comme je le disais pour mon voisin, du marketing, du cosmétique, ou c'est plus profond? J'ai cru comprendre, en quelque sorte, que votre désignation de école et nature, si elle plongeait ses racines dans le petit mouvement École et Nature Mayenne 53, dont j'ai appris l'existence, eh bien, depuis, la vie d'École et Nature, bien entendu, a toujours collé avec l'école, mais néanmoins, je crois qu'il y a eu une diversification au fur et à mesure donc de vos activités, et donc vous avez voulu coller beaucoup plus par cette nouvelle appellation avec vos activités. Et la deuxième question, et donc la question que je poserai aux autres intervenants, nous y avions fait déjà un peu allusion. Le concept de développement durable n'a-t-il pas bousculé la pédagogie et les objectifs de l'éducation à la nature et à l'environnement à partir des années 90 ? Comment les réseaux ont-ils vécu ce changement de paradigme dans leur pratique éducative ? Aujourd'hui, le développement durable ne semble plus faire recette. Enfin, c'est contesté, mais la transition écologique est désormais à l'agenda des préoccupations. Sa déclinaison semble devoir passer par la sobriété énergétique, aux conséquences multiples. Faut-il, et si oui, comment éduquer à la sobriété ? Donc c'est une question que je poserai également donc aux 3 autres intervenants, mais Thomas, sur le changement d'appellation du réseau, et puis sur cette question d'actualité. Bien, merci Henri. Bonjour. Oui, effectivement, le FREN, anciennement Réseau École et Nature, a changé d'appellation l'an dernier. Hein, c'est pas passé inaperçu. On a même changé de logo. Vous pouvez remarquer sur les petites plaquettes là. Pardon. Et ça s'est fait non pas pour des raisons marketing. On peut le dire aussi. C'est toujours bien d'avoir un peu de renouveau, de changer de charte graphique aussi, des couleurs qui modifient, qui changent et qui représentent différentes choses qu'on peut voir au quotidien. Il y avait 2-3 termes en fait au sein du réseau École Nature qui étaient discutés, notamment le terme école. Il portait un peu à confusion par moment.
On nous appelait par moment au téléphone, on disait bonjour, elle est où l'école de la nature, elle est où l'école de la nature. Voilà, c'était pas forcément facile, comme pour les graines où par moment on vous appelle pour vous demander où est votre collection. Et ben ça prêtait à confusion avec le monde scolaire en fait. On était rattaché par moment à ce que pouvait être le réseau École Nature lié à l'éducation nationale et à l'école, au monde scolaire. Et puis le terme de nature aussi qui peut porter aussi à confusion. On n'est pas toujours d'accord à ce sujet-là, sur plein d'autres sujets d'ailleurs, notamment les notions qu'on verra par la suite. Mais la nature, c'était différencier l'homme de la nature par moment. Est-ce qu'il fallait le différencier ou pas? On a décidé de changer de ça pour pouvoir aller vers un nouveau nom, un renouveau un peu aussi du Fresne. Nous, on a participé à la modification du logo, avoir plus de couleurs dans notre logo, qui était plutôt sur des teintes plus marron, plus automnales, on va dire. Et on a décidé de changer un peu ça. Pareil pour l'hermine, qui était très liée à notre histoire, mais est-ce que c'était lié à notre avenir? Nous ne le savions pas. Donc voilà, en gros, ce qui a apporté ce changement, et on a pris la décision de passer sur le Fresne. La notion d'arbre, un peu de biodiversité, justement, de diversité des acteurs, diversité aussi des actions qu'on va pouvoir mener. Et puis l'aspect de l'arbre, le réseau qu'il peut tisser à travers ses branches, comme son tronc, ses racines, ou les autres arbres qu'on peut retrouver. Pour là, et même les autres questions, parce qu'il y en a un paquet quand même, alors, c'est vrai qu'on s'est essentiellement basé sur les derniers jours sur les années 70-90. Il y a eu l'émergence au sein du mouvement d'éducation à l'environnement du développement durable, cette notion-là. Et il y a aussi aujourd'hui cette notion qu'on entend tout le temps. Maintenant, on n'entend plus trop le DD, comme on l'appelait à un moment, la transition écologique. Alors, on l'a au sein du Fresne et donc anciennement du réseau Éco-Nature, ce sont des notions qui étaient très institutionnalisées en fait. Ça n'est pas venu du Fresne, le Fresne n'a pas décidé de l'appeler comme ça du jour au lendemain, mais a dû se l'approprier. Donc a été interpellé évidemment par ces notions, la transition écologique, puisque on travaille avec de nombreux partenaires et au sein des institutions, on nous a parlé de cette notion-là, qu'on connaissait certes, mais il fallait l'utiliser aujourd'hui. Il fallait l'utiliser dans des discours, il fallait l'utiliser aussi lors de la rédaction de dossiers et lors de discussions, d'échanges qu'on pouvait avoir avec différentes institutions. Et bien qu'on porte beaucoup de choses du développement durable ou de la transition écologique, c'est pas forcément nous qui avons conçu ou qui avons participé à la conception de cette notion. Et dans les valeurs même du Fresne, on estime qu'il faut prendre part à la conception pour pouvoir porter quelque chose. Et c'était quelque chose qu'on avait peut-être du mal à porter, mais ce qui n'a pas empêché de continuer à faire ce qu'on sait faire et ce qu'on voulait continuer à apprendre à faire et à faire par la suite, qui était l'éducation à l'environnement, en s'appropriant cette notion, en jouant avec cette notion aussi, et en faisant avec cette notion, avec d'autres, et en faisant autour aussi. Voilà. Mais faire avec cette notion, est-ce que ça appelle potentiellement une remise en cause des pratiques, des finalités, ou en tout cas de certaines des finalités traditionnelles, ou pas? Alors, comment c'est-on la transition écologique? Est-ce que c'est la même chose que... Non, ce sont deux concepts qui sont différents et qui sont liés à une temporalité. La remise en question, qu'elle soit liée à la transition écologique ou au développement durable, a toujours été présente et doit être en permanence présente. Ça a été aussi d'ailleurs le rôle du Fresne au sein des personnes avec qui il travaillait, de remettre en question cette notion même de développement durable ou de transition écologique pour faire avancer le débat, pour discuter de certaines choses aussi. Et forcément, on a dû adapter certaines pratiques liées à ça, parce qu'il y a aussi une question institutionnelle, mais ça n'a pas pour autant changé nos pratiques et nos valeurs qui étaient ancrées dans le mouvement qu'on était, qui étaient certes des valeurs qui sont nées assez tôt, mais qui ont évolué au fur et à mesure, puisqu'on en apprenait aussi au quotidien, de nous-mêmes ou des échanges qu'on pouvait avoir avec les autres personnes avec qui on travaillait. Dominique, à vous aussi, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Même question, autrement dit, est-ce que ça bouleverse vos habitudes, vos pratiques, vos finalités éducatives, vos objectifs, vos méthodes? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou à soustraire ou Je crois qu'effectivement, il faut regarder ça à la fois à travers la pratique, on va dire, des pédagogues sur le terrain, mais en même temps, le rapport à ce que ça dit de l'évolution d'une société et des problématiques. Si on refait rapidement l'histoire entre nature, environnement, développement durable, transition écologique,
sobriété heureuse, à chaque fois on a des concepts différents qui renvoient à une perception de la réalité différente. Ça influe comment en termes de pédagogie? Ça influe sur des éléments de contenu. Quand on parle de développement durable, forcément, il y a un contenu particulier qui n'est plus simplement l'angle naturaliste, qui va être autre chose. De même que quand on parle d'environnement, on parle pas simplement de l'environnement naturel, on va parler du patrimoine, on va parler du bruit et d'autres composantes de l'environnement. Donc, en termes de contenu, ça change quelque chose. Ça change aussi quelque chose en termes de modalité d'action. Sans doute que tout en gardant des méthodes d'éducation active, parce que je crois que l'éducation à l'environnement, de façon générale, s'inspire des méthodes dites d'éducation active, il n'en demeure pas moins qu'il y a des centrations de pratiques qui évoluent avec l'évolution des concepts. Entre la relation à la nature, qui historiquement est très présente dans les mouvements d'éducation populaire. J'ai été scout aussi, du coup, je me retrouve dans votre propos, où on a effectivement un rapport particulier et des méthodes, pour le coup, des démarches. L'environnement, où tout d'un coup l'appréciation elle est plus globale et on va aller regarder d'autres choses et sans doute rencontrer d'autres réalités, y compris des réalités sociales. Le développement durable, forcément, il va falloir appréhender des éléments plus complexes d'un système de société. Et ça a amené à des pratiques différentes. À titre d'exemple, des jeux de rôle, par exemple, sur la manière dont se jouent les enjeux d'usage ou les regards différents sur une problématique donnée entre des gens qui sont des défenseurs de l'environnement, des gens qui sont des économistes, des gens qui sont des élus locaux. Bref, voilà, des rôles particuliers, des visions, des intérêts, pour essayer de faire comprendre que ce développement durable, avec tous ces enjeux divergents, représente en soi une problématique et une certaine posture pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, la transition écologique, je pense que ce qui est particulier dans cette époque que nous vivons, c'est l'urgence qui est liée à ce concept-là. La transition écologique, j'ai envie de dire, depuis le début, on est dedans. Depuis le début, quand il s'est agi d'aller faire de l'éducation à l'environnement au tout début de notre histoire de ces pays, il y avait déjà l'idée que derrière l'acte d'éducation, il allait y avoir un changement de comportement, il allait y avoir une évolution de la société pour une meilleure prise en compte des problématiques environnementales. Mais ce qui a changé, c'est que dans les années 70, on avait une perspective de temps. C'est-à-dire que on agissait, convaincu que ça allait changer la donne, et puis qu'on finirait par avoir gain de cause au bout du compte en termes d'évolution de la société. Et pour une part, on n'avait pas tort. Il y a des choses qui ont changé depuis les années 70. Mais aujourd'hui, on est devant une urgence qui est différente. C'est-à-dire que les problématiques, on parle de réchauffement climatique, des questions de mobilité, des questions d'énergie, en plus avec le contexte d'aujourd'hui, on voit bien que la donne change et l'urgence change les choses. Et ça veut dire que, je reviens un peu sur ce que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui l'enjeu à la fois de l'action environnementale, c'est celle de la mise en acte des évolutions. Et l'enjeu pédagogique devient aussi celui de l'engagement et de la mise en acte, là où c'est possible. Et ça colore effectivement des pratiques pédagogiques. Par exemple, on peut travailler sur les questions du gaspillage alimentaire dans un établissement scolaire, avec les personnels, avec les élèves, avec toute la chaîne. Peu importe la thématique, l'idée en termes de pratique pédagogique qui se trouve quelque part impactée, c'est l'idée d'aller chercher là où c'est possible une action réelle et pas simplement une action en bocal. Alors c'est pas simplement sortir du bocal pour être au contact avec la nature comme on pouvait le faire à travers les classes transplantées, bien que ça ne remet pas en cause cette démarche-là qui reste tout aussi pertinente aujourd'hui qu'hier. Mais ça nous amène à un autre enjeu éducatif qui est celui de rendre possible des changements concrets, parce que derrière ça,
il y a l'idée que si je veux, je peux. Et si on peut, on fait, et ça change. Alors, ça peut se traduire en termes pédagogiques, comme ça se traduit, comme je l'évoquais précédemment, dans une autre posture des CPIE qui, sur le terrain, avec les acteurs, les entreprises, les associations, les collectivités, tout ce qui bouge dans les territoires et qui ont envie de faire quelque chose, toutes les parties prenantes de ces problématiques peuvent se mettre autour de la table pour penser l'action, à la fois l'action pour le commun, l'action commune et l'action aussi qu'on peut faire individuellement. Mmh. Ça participe de cette vision-là du besoin de changer. Merci. C'est également de nouvelles opportunités. La transition écologique. Nouvelles opportunités pour remotiver, pour avec un discours qui rechange un peu quand même les termes, sans que ça soit du cosmétique là justement. Parce que... Oui. J'ai presque envie de dire qu'on aimerait se passer de l'opportunité. Oui. Que la question aujourd'hui n'est pas tant celle de l'opportunité que de l'alternative. Existe-t-elle ? Compte tenu de ce que les connaissances scientifiques nous enseignent, de ce qu'on connaît maintenant de l'évolution de nos sociétés, quel choix on a si ce n'est de bouger les lignes ? Claire, même question. Je retrouve bien aussi l'idée de se faire bousculer par l'urgence. Le développement durable est présent chez les Scouts et Guides de France depuis les débuts, et donc je parle de 2004, de la fusion des Guides de France et des Scouts de France, où une partie de notre projet éducatif parle de habiter autrement la planète, qui parle de sobriété, qui parle de comment est-ce qu'on peut avoir des activités et des pratiques plus responsables de notre environnement. C'est même un mot chez nous maintenant, Alpes. Donc c'est vraiment intégré dans notre fonctionnement. On a ensuite eu une politique d'achat qui a été votée dans les années 2010, j'ai plus la date exacte, sur la question à la fois de l'environnement et du lien aussi social. Et aussi ensuite une résolution sur la nourriture. Et en 2019, on voyait des photos des marches pour le climat tout à l'heure. Des jeunes adultes de l'association sont venus nous interpeller, l'équipe nationale, le conseil d'administration, pour dire les Scouts et Guides de France doivent faire plus. Et c'est là qu'il y a cette notion d'urgence qui est intervenue. Et une grande consultation a été menée pendant 1 an auprès de l'ensemble du réseau, y compris les jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'on fait déjà, et aussi qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on souhaite garder, en ayant conscience que ça a un impact environnemental. Et cette réflexion-là, elle nous a amené à des changements dans nos pratiques, à la fois avec les jeunes dans nos activités, et le levier de la vie quotidienne est un levier important. On a vu que dans l'alimentation, on pouvait avoir des changements très forts, et aussi dans notre fonctionnement, dans notre infrastructure, dans la gestion de notre patrimoine. Et ça sur tous les volets, le transport, la gestion du matériel, la durabilité du matériel, l'alimentation, les déchets et j'en passe. Et on s'est fixé des objectifs même chiffrés assez ambitieux. On a fait un bilan carbone au moment de cette consultation et on a pris l'engagement de réduire notre bilan carbone de 21,5% en 5 ans, d'ici 2025. Voilà. Mais on n'imagine pas cette réduction chiffrée de l'impact carbone sans à côté impliquer les jeunes, éveiller les consciences, changer les pratiques quotidiennes et questionner aussi l'impact de notre activité dans notre environnement immédiat, ce qui est difficile à chiffrer en termes d'impact carbone. Mais par exemple, quel est l'impact de s'installer pendant une semaine dans un espace qui autrement n'aurait pas été dérangé par notre présence? Et donc, il y a des chantiers aujourd'hui qui sont engagés pour questionner ces activités-là et comment est-ce qu'on peut réduire notre impact sur notre environnement. Merci pour ces pistes, ces réflexions qui sont tout à fait d'actualité et prospectives. Et je pense que tous les réseaux vont devoir passer par ce genre de démarche, hein, plus ou moins. Dominique, je pense que la transition écologique, ça a dû vous parler quand même dans vos réflexions, non ? Institutionnellement parlant, vous ne pouviez pas vous en détacher? Oui, alors je parlerai quand même du développement durable. On ne peut pas s'en affranchir, en tout cas dans un cadre politique et macro.
puisqu'on s'inscrit toujours dans les objectifs du millénaire du développement durable des Nations Unies. Et d'ailleurs, dans le cadre des discussions préparatoires à la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique qui va se tenir cette année en Chine, eh bien, un des aspects, c'est vraiment de rapprocher la thématique biodiversité des objectifs du développement durable qui touchent à plein d'autres domaines, l'accès à l'eau de toutes les populations, réduire la pauvreté, égalité hommes-femmes, etc. Donc, c'est des objectifs très généraux et on ne voyait pas très bien jusqu'à présent la place de la biodiversité. Il y avait un petit peu un décalage entre ces deux démarches. Et là, au contraire, dans le cadre de la conférence des parties de la biodiversité, il se raccroche à ces objectifs du développement durable. En ce qui concerne la transition écologique, eh bien, ne serait-ce que lorsque je travaillais pour l'Agence européenne de l'environnement, c'est un mot qui est apparu vraiment comme un petit peu un slogan, et on nous demandait à tous, à travers les thématiques de l'agence, eh bien, comment est-ce que vous pouvez contribuer à cette notion de transition écologique, ce qui est pas très facile en soi, parce que je pense que tout à fait d'accord avec cette notion d'urgence. Il y a la question, le lien très fort avec le climat, de considérer que la biodiversité et le climat, ce sont deux facettes d'une pièce, et que on est obligé de changer nos comportements, de trouver par l'innovation aussi toutes les notions de solutions fondées sur la nature qui sont développées par l'UICN, comment on peut les mettre en pratique. Donc c'est des réflexions nouvelles, comment on peut avoir des changements transformateurs. Ça, on en parle beaucoup aussi, des changements transformateurs pour assurer cette transition vu l'urgence. Très bien. Maintenant, pour conclure cette table ronde, on va faire un dernier tour de nos 4 intervenants. Et là, je m'aventure sur un terrain peut-être un peu glissant, mais néanmoins, je vais y aller, et quitte à être critiqué, mise en cause, etc. Mais enfin, voilà, c'est un peu une obsession pour moi. L'éducation à la nature, à l'environnement, je suis un croyant, mais je n'ai pas été un pratiquant de cette chose-là, contrairement à l'ensemble du public qui est ici présent. Et je me suis donc toujours interrogé sur l'efficacité de l'éducation à la nature et à l'environnement. Et voilà un peu comment je résume ma question. Cette animation nature et l'éducation à la nature et à l'environnement des années 70-90 avait pour projet et ambition de sensibiliser et former les générations de citoyens responsables. Ces générations qui ont été formées sont celles qui ont été aux commandes des leviers sociaux, politiques et économiques des 50 dernières années. Ces générations, les boomers, comme nous sommes appelés, et que nous sommes, sont tenus responsables. Et j'ai voulu réaffirmer, en fait, de partir sur ce terrain glissant quand j'ai vu les images ce matin et l'intervention de notre collègue aussi qui nous interpellait sur la question de la jeunesse. Donc les boomers sont tenus responsables, notamment par les jeunes, aujourd'hui, du monde dégradé, c'est le moins que l'on puisse dire en termes de qualificatif, qu'on risque, et non même pas qu'on risque, qu'on va leur laisser en héritage. La critique est sévère de ces mouvements au point de laisser poindre un conflit de générations. Ces 2 journées témoignent de l'importance, néanmoins, des efforts qui ont été déployés par l'ensemble de la communauté investie dans ce domaine. Des centaines de milliers de jeunes, voire des millions, je ne sais pas, vous saurez me dire, ont bénéficié de cette action éducative. Des moyens assez considérables ont été déployés et ces 2 journées témoignent et ont révélé tous ces efforts, tous ces moyens, toute cette diversité d'acteurs qui se sont investis et donc qui ont vu passer dans leur structure, comme je le dis, des milliers, des centaines de milliers, voire peut-être des millions de jeunes. Et j'aurais tendance à dire, tout ça pour ça, enfin là je fais de la provocation.
les jeunes sont très critiques envers les générations du baby-boom et des 30 glorieuses, effectivement. Et donc, est-ce que cela appelle une interpellation justement de toute cette action qui s'est et de ce pari et de cet espoir, de ces espérances qui sont nées dans les années 70-90 de faire naître un autre citoyen responsable qui, après son stage à École et Nature ou ailleurs, se trouvera soit EDF, soit agriculteur, soit fonctionnaire, soit instituteur, et etc. Qu'a-t-il fait de l'enseignement qu'il a reçu, de la sensibilisation auquel il a été confronté, etc. C'est pour ça que je voudrais avoir un avis, mais très rapide, très court, rapide de nos intervenants là-dessus. J'admets que j'essaye de faire de la provocation aussi, mais j'ajouterai, j'en ai discuté avec l'un des intervenants de ce matin à la table ronde, je pense qu'il sera... tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et dans d'autres instances, nous avons surtout un discours des animateurs, de ceux qui ont fait cette activité d'éducation au travers des structures, des agents eux-mêmes. On n'a pas le retour de ceux qui ont bénéficié d'être passés entre les mains des scouts, des écoles, etc. Je pense, et je suggère cette idée, peut-être qu'il serait possible d'envisager le début d'un commencement d'une recherche qui interrogerait des cohortes de personnes qui sont passées justement dans ces structures, jeunes ou adolescents, et de prendre un certain nombre de ces cohortes-là pour examiner leur parcours de vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça a laissé comme trace, est-ce qu'ils ont été le levain pour la pâte dans leur job, et ont-ils eux-mêmes pu avoir une implication, etc. Moi, je plaide pour une recherche qui puisse apporter ce complément. 2 minutes chacun. Non, pas sur la question justement de cette mise en cause par les jeunes, et en quelque sorte, ce pari a-t-il été perdu, ou néanmoins ce qui a été fait a bien été fait, et c'est à mettre au côté positif de cette histoire. En 2 minutes. Je sais pas répondre. Moi, la seule chose que je peux repérer, c'est que il y a des choses qui ont bougé depuis 50 ans en matière de conscience environnementale. Est-ce que c'est le fait conjugué de tous les pédagogues qui ont fait œuvre d'éducation à l'environnement? Est-ce que c'est les informations et les catastrophes qui sont arrivées dans les années 80, qui ont considérablement marqué les esprits, comme les marées noires, comme les catastrophes autour du nucléaire? Est-ce que c'est la crise de la vache folle? Est-ce que c'est tous ces éléments-là qui ont créer en fait cette perception? Ce que je peux dire, c'est que les choses ont bougé, qu'en tant qu'ancien animateur, on pourrait inverser la question, et si on n'avait pas été là, est-ce qu'il en serait là? Un peu difficile de faire la démonstration. On peut simplement dire que les choses ont bougé et qu'on a participé de tout ça. Il n'y a pas de société qui évolue sans évolution de son système éducatif. On peut voir le système éducatif comme étant une réponse à une perception d'un avenir à créer. Mais on peut le voir aussi simplement comme la réponse à une société qui, à un moment, se rend compte qu'elle a besoin de changer des choses. Et je dirais que c'est sans doute les 2 éléments conjugués qui font une dynamique éducative et qui va se mesurer sur plusieurs générations. Mais par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est l'éducation qui va tout changer. Parce que ça, il suffit de se demander, est-ce qu'il y a des fumeurs parmi vous? Est-ce que ces fumeurs savent qu'ils risquent le cancer du poumon? Et est-ce qu'ils continuent de fumer? C'est toutes les limites de la pédagogie, de la connaissance. On le sait, savoir ne suffit pas. Il faut d'autres choses, et une société a besoin d'une éducation qui va dans le sens de sa perspective, mais ça ne suffit pas. Dominique, oui. 2 minutes.
Oui, alors je n'ai pas l'expérience dans l'éducation, mais c'est un petit peu, je ferai un parallèle avec ce que je connais un petit peu mieux, donc les politiques de protection de la nature. Et en fait, quand on fait un bilan de la situation de la biodiversité, de l'état de la biodiversité, eh bien, toujours vient cette question, mais avec tout l'investissement qu'on y a mis, avec tout l'argent qu'on y a mis, les ressources, et finalement, on constate que, eh bien, les habitats sont en très mauvais état, les espèces continuent de décliner. Donc, est-ce que finalement, les politiques de protection de la nature ont échoué ? Et en fait, non. Heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'on continue, sinon ça aurait été bien pire. Et de plus, effectivement, on est dans un processus où tout s'accélère, c'est-à-dire que les forces motrices qui sont antagonistes, disons, des politiques de protection de la nature, eh bien, sont de plus en plus fortes, de plus en plus globalisées, et ce qui fait que, effectivement, on se retrouve encore plus cerné. Mais il ne faut pas remettre en question, sûrement pas, au contraire, les politiques de protection de la nature, et je ferai un peu le parallèle avec l'éducation. Mais tel n'est pas mon propos. Thomas. Oui, alors je crois qu'on peut aussi par moment dire peut-être qu'on s'est trompé. Ça, on le sait pas, et puis ça serait un autre débat. Et je crois aussi, on parlait des ressources, etc. Je crois qu'il y a une question de moyens aussi. Est-ce qu'on a eu les moyens de faire ce qu'on voulait vraiment faire ? Est-ce qu'on a eu les moyens ? Est-ce qu'on s'est donné les moyens aussi par moment ? Est-ce qu'on a eu tous ces moyens qui nous ont permis d'agir tel qu'on l'avait rêvé, tel qu'on avait Ce qui veut dire, autrement, est-ce que les politiques ont été à la hauteur ? Ou l'investissement de chacun aussi, et oui, les politiques aussi, au sein, par exemple, des financements qu'on peut obtenir pour avoir du salariat, mais aussi pour favoriser le bénévolat, tout simplement. Et puis, et je crois qu'il y a aussi une question dans la pédagogie et dans l'éducation, il y a une question de cohérence. Et est-ce que nos agissements sont cohérents avec ce qui se passe ailleurs aussi ? Et avec des valeurs portées par d'autres choses aussi. Et c'est peut-être ça qui rend les choses par moments compliquées. Mais ce qui a été dit précédemment est très bien. Et je crois que oui, il y a malgré tout des choses qui ont bougé. Ça aurait pu être pire, mais c'est pas mieux pour autant. Claire, c'est vous qui avez le dernier mot. Alors, un peu d'espoir ? On va essayer. Ouais, peut-être. J'étais au Congrès mondial de la nature à Marseille de l'IUCN et on avait un stand pour les scouts et guides de France. Le nombre de personnes qui sont venues me dire je suis là ici aujourd'hui dans ce congrès parce que je travaille à l'ONF dans un PNR, etc. et qui m'ont dit je suis là parce que j'ai été scout. Bah, il m'a étonnée, malgré tout, et en bien, je veux dire. Je le précise. Non, et donc c'est dans ces moments-là qu'on se dit, ça marche pas pour 100%. Et puis tout le monde passe pas par le scoutisme, par toutes les structures qu'on a pu citer aujourd'hui et hier, mais je pense que ça peut marcher. Et la question de comment est-ce qu'on mesure ça, je pense que c'est intéressant. On essaie chez les scouts et guides de France, de mesurer notre impact social et c'est pas facile, en fait, de suivre une cohorte comme ça toute une vie. Mais je pense que c'est un pari intéressant. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. On n'a pas beaucoup parlé. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un sentiment d'éco-anxiété qui est très angoissant, comme son nom l'indique, et il n'est pas à minimiser. Et en fait, il y en a aussi beaucoup qui aujourd'hui, dans le scoutisme, parce que peut-être on fait pas que de l'éducation à l'environnement, disent, en fait, on nous en parle tout le temps de la crise climatique, au lycée, au collège, dans les médias, partout, et on a envie de faire d'autres choses aussi, et de pas toujours avoir à porter ce poids-là. Donc je pense qu'il faut aussi l'entendre et effectivement comprendre qu'ils ont pas envie de porter cette responsabilité là, mais ils passent à l'action. Je dis pas le contraire. Et l'intergénérationnel est indispensable parce que on peut recourir à des savoirs, à des savoir-faire, à des pratiques qu'on a perdues et qu'on retrouve aujourd'hui d'actualité. Et donc en fait, la volonté des jeunes, elle est très bien. Les démarches qui ont été menées par les pionniers, elles sont incroyables. Et les deux combinés, c'est encore mieux. Merci Claire, merci aux intervenants. Voilà, donc ces deux journées vont se conclure. Merci donc aux nombreux participants de ces 2 jours. Merci aux intervenants dont toutes les interventions étaient vraiment très riches. Et donc merci aussi aux organisateurs.
et sans doute à une revoyure.